Salut à tous, je m'étais absenté un petit moment car bien pris par mes projets personnels, mais je reviens pour vous parler d'un nouveau jeu qui a fait très peu de bruit lors de sa sortie, Seraph. Le jeu est présenté comme un shooter acrobatique avec une visée automatisée, et je ne sais pas combien de personnes ont travaillé sur ce projet étant donné que le press kit, c'est-à-dire le kit de communication destiné à la presse, ne fait mention que d'une seule personne, un certain Daniel, et donc dans le doute nous dirons qu'ils étaient au moins un. En tout cas, son studio Dreadbeat s'était fait remarquer pour leur jeu précédent, un certain Ironcast, qui n'est pas sans rappeler certains jeux à succès mais avec sa petite dose de nouveauté. La date de sortie d'Ironcast nous permet d'estimer le temps de développement de Seraph à 1 an et demi car Seraph est sorti le 20 décembre dernier et il est temps de voir ce qu'il vaut. Seraph est un ange qui se réveille après un long sommeil. Elle est enfermée dans une prison gigantesque et va tenter de s'évader en s'appuyant sur l'aide de différents personnages. Elle ne cherche pas à fuir ses geôliers, mais les monstres qui ont envahi le monde dans le but de la tuer. On apprend progressivement qu'elle possède en réalité le corps d'une autre personne, nommée Talia, et qu'elle n'est pas si innocente qu'il n'y paraît. La narration se fait au travers de bulles de dialogue à l'entrée et à la sortie des niveaux entre notre héroïne et un autre protagoniste, mais aussi au travers de journaux de bord trouvés dans les niveaux. Selon moi, plusieurs choses viennent entacher l'expérience narrative. La première chose est que les bulles de dialogue ne nous amènent pas vers l'histoire, mais nous y catapultent, tête la première. C'est un peu le syndrome des JRPG qui nous disent de récupérer le cristal arc-en-ciel de la cité maudite de Bidultruc sans quoi le royaume machin court à la guerre. Cela passe dans un JRPG car l'histoire s'installe sur des dizaines d'heures, il y a de nombreux dialogues mais c'est un peu brutal sur une expérience si courte tournée presque exclusivement sur l'action. Le deuxième point est que cette narration vient complètement nous stopper dans l'action. Il faut lire de longues lignes de dialogue assez abstraites alors que nous sommes clairement là pour dézinguer du démon. Il est vraiment dur de se retenir de passer les dialogues et autant vous dire que si vous le faites, vous allez être rapidement perdu. Enfin, le dernier point est que l'histoire n'est absolument pas racontée par ses graphismes, ou très rarement. Les niveaux sont constitués de plateformes et on ne ressent vraiment rien en les parcourant. Alors les 3C c'est le ressenti qu'on va avoir manette en main, c'est un peu ce qu'on appelait avant la jouabilité, et ça regroupe les contrôles, la caméra et le personnage, ou plutôt le feeling que l'on a en les contrôlant. Ces trois éléments sont extrêmement importants puisqu'ils vont définir le fait que la prise en main soit fluide et agréable. Pour vous donner un exemple, on a Rocket League qui est un excellent jeu presque uniquement basé sur ces 3C, les seuls éléments hors 3C étant le système de comptabilité des points. A l'inverse, un jeu tel que The Witcher va avoir des 3C beaucoup plus complexes, moins agréables. Souvent on va se bloquer contre des décors ou avoir des problèmes de caméra. Mais ce n'est pas sur ça que le jeu se focalise puisqu'il y a une infinité de mécaniques annexes. En tout cas, en termes de 3C, Seraph est vraiment excellent. L'héroïne peut s'agripper à tous les murs, double sauter, et 2 dash viennent mettre la cerise sur le gâteau des contrôles tout en permettant des frames d'invulnérabilité nécessaires dans de nombreux cas. On bondit dans tous les sens, ça réagit bien et on ressent rapidement un contrôle total sur les déplacements de Seraph. Ma seule interrogation concerne le bouton RB qui sert aussi bien à changer d'arme qu'à ramasser des objets alors que le bouton LB ne sert à rien sur la manette. Je ne vois pas d'explication à ce choix qui s'avère quelquefois embêtant. Pour tirer, il suffit de rester appuyé sur la gâchette de droite et Seraph visera alors d'elle-même les ennemis les plus proches. C'est extrêmement plaisant puisqu'il ne nous reste plus qu'à nous concentrer sur notre déplacement et sur les esquives à faire. Cependant, certaines armes ne tirent qu'une fois par appui sur la gâchette, et ça en est embêtant au point de ne pas vouloir les utiliser. C'est le fameux truc de se tapoter la tête d'une main tout en faisant des cercles avec l'autre main sur son ventre. Il faut se concentrer et on n'y peut rien, c'est pas évident. Je dois avouer que pour moi c'est un choix assez étrange lorsque l'une des promesses du jeu est d'avoir une visée automatique. La core loop est le cœur du jeu, c'est ce que le joueur va effectuer en boucle dans le jeu et les mécaniques qui y sont associées. Ici on a quelque chose de vraiment solide. Dans un premier temps il va falloir tuer des démons, beaucoup de démons. Ils ont des patterns d'attaque particuliers et peuvent évoluer avec un système que j'aborderai plus tard. On va ensuite pouvoir level up et gagner des compétences passives. Des objets de craft vont nous permettre d'améliorer ou de débloquer des armes et des bijoux que l'on trouve dans des casiers de jeu. Et une sorte d'arbre de talent va nous permettre d'obtenir des compétences passives supplémentaires. Enfin, des compétences actives à mettre sur B et Y sont également disponibles. Et à ce niveau-là, certains éléments me questionnent. Le premier est que je ne comprends pas pourquoi les armes secondaires ne peuvent être obtenues que dans des casiers dans le jeu car ces armes ont des munitions limitées et une fois qu'on n'a plus de munitions, il peut arriver de passer 2 niveaux avec les pistolets de base, ce qui est simplement et purement frustrant. Pourquoi le joueur ne pourrait-il pas les avoir dès le début et les échanger en fonction des munitions dont il dispose? Le deuxième point est que les ennemis ont une lisibilité vraiment réduite.
Cet ennemi par exemple lance un puits de flammes et des boules de feu très claires qui ont du mal à se différencier avec le décor. Le troisième point qui me pose problème est que lorsque l'on meurt une première fois, on revient à la vie avec 2 tiers de sa vie. Si on meurt une deuxième fois, on revient à la vie avec 1 tiers de sa vie. Et enfin, si l'on meurt une troisième fois, il faut retenter le niveau en entier. Je ne comprends vraiment pas l'idée derrière ça, car ça nous fait traverser tout le niveau jusque là où nous en étions morts pour absolument aucune raison. On a juste le temps de penser à quel point on a été nul sur le chemin. En plus de ça, à chaque fois, notre vie ne peut plus remonter. J'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant de donner plus de clés aux joueurs pour qu'ils survivent et remontent sa vie. Car vers la fin du jeu, s'il nous reste qu'un seul tiers de vie, le moindre coup et notre tiers de vie s'envole. C'est bien frustrant. Le dernier élément qui me questionne est un peu plus long à développer car il me faut aborder le level design pour en parler. J'ai mis un peu de temps à me rendre compte que ce dernier était généré procéduralement. À chaque nouvel essai, le monde change aléatoirement. Je ne comprends absolument pas l'intérêt puisque le jeu ne permet pas de revenir à des niveaux déjà complétés et que lorsque l'on refait un niveau, ce que l'on avait déjà appris ne sert à rien puisque c'est un nouveau niveau qui a été mis en place. La génération procédurale explique beaucoup de choses, notamment sur le manque de maîtrise de l'évolution au sein d'un niveau. Parfois ceux-ci vont être très fades et mal agencés, mais surtout il y a des collisions dans tous les sens et bien souvent se cognent et l'on a du mal à avoir des mouvements fluides à cause de l'agencement des plateformes. Enfin, la lisibilité des plateformes est vraiment extrêmement douteuse. Par exemple, à cet endroit, je n'arrive jamais à savoir s'il s'agit d'un trou ou d'une plateforme. De même, certaines plateformes laissent passer les tirs et d'autres non. Bref, une somme de petites erreurs qui entachent tout de même l'expérience joueur. La progression se fait principalement via une jauge de difficulté. Plus la difficulté est élevée, plus les ennemis seront coriaces. Ils peuvent alors avoir des modifieurs qui leur permettent de lancer de nouveaux types d'attaques de diverses sortes. Les boss en cumulent souvent un grand nombre. La génération procédurale prend son sens avec les modes défi et survie que propose le jeu et qui permettent de se mesurer aux autres joueurs quotidiennement et d'obtenir des récompenses. Une fois fini, le jeu est faisable en New Game Plus, ce qui augmente la difficulté des zones visitées, et il y a en cela une véritable progression possible. Le seul problème, et ça se voyait bien sur les commentaires des utilisateurs sur Steam, c'est qu'il faut farmer, faire et refaire en boucle les niveaux et les défis pour augmenter son équipement et ses pouvoirs pour mieux survivre dans un environnement qui s'avère être de plus en plus complexe. En toute franchise, je me suis arrêté peu de temps avant le boss final à cause d'un pic de difficulté vraiment extrême. Je sais qu'avec plus d'équipement, je pourrais surmonter la difficulté, mais il me faut faire des défis journaliers et le mode survie de nombreuses fois pour cela. Seraph brille davantage par son gameplay que par toute autre chose. C'est une expérience vraiment prenante et grisante lors de sa découverte. La bande-son est vraiment jouissive, mais la lassitude peut arriver après quelques heures de jeu. Principalement lorsque l'on voit que l'on ne peut pas se battre convenablement contre les ennemis à cause des plateformes. Le déséquilibre de la progression est un peu frustrant, mais je pense tout de même relancer le jeu de temps en temps pour faire quelques quêtes et tenter de le finir. Le choix du level design généré procéduralement est risqué. C'est un choix très coûteux en temps de développement et qui permet principalement le mode survie et le mode daily challenge. Pour une expérience de 4 heures dans le mode histoire, je pense vraiment que de faire les niveaux à la main pour mieux maîtriser l'expérience joueur et la progression aurait apporté beaucoup au jeu. Un fait amusant est que le jeu propose un mode Twitch qui permet aux viewers des streams de voter pour des bonus positifs ou négatifs lors des runs via le chat du stream. Bref, foncez si vous aimez les jeux frénétiques et sinon je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu.